Aujourd'hui, je vous retrouve pour une affaire qui ne ressemble à aucune autre. Si vous êtes grand amateur de polar ou tout simplement belge, le nom de Simenon ne peut pas vous être inconnu. Oui, Simenon comme le célèbre auteur Georges Simenon, créateur du personnage de Maigret. L'affaire du jour concerne Geneviève Simenon, la petite nièce du grand auteur. Meurtre, complot, mensonges et secrets de famille, vous allez le voir, cette histoire pourtant vraie semble tout droit sortie d'un roman noir. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener cette enquête incroyable dans la maison familiale des Simenon. Un croque-mort observateur. L'affaire du jour se déroule en Belgique, pays du chocolat et de la frite. Désolée, j'ai essayé de faire l'accent belge, mais c'est pas ça. En tout cas, j'en profite au passage pour faire une petite dédicace aux abonnés belges de la chaîne. Je sais que vous êtes un certain nombre à me suivre. Nous sommes le mardi 28 juin 2000 à Bruxelles, capitale de la Belgique, et siège de nombreuses institutions européennes et internationales. Freddy Huisman, 52 ans, gérant des pompes funèbres Goossens, reçoit l'appel d'un médecin de famille vers 9 heures du matin, le docteur Edouard Adriaansen. Ce dernier lui indique qu'un homme, Georges Temperman, serait décédé d'une crise cardiaque dans sa maison de la banlieue chic de Bruxelles. Il faudrait donc se rendre là-bas pour récupérer le corps. Le médecin, au bout du fil, précise que selon les souhaits de la veuve, le corps doit être récupéré au plus vite avant l'arrivée de la famille et incinéré rapidement. Les employés des pompes funèbres s'exécutent, ils se rendent sur place pour la levée du corps. La scène est particulièrement sanglante pour une mort naturelle. Georges Temperman semble tout de même très amoché pour une personne morte d'une simple crise cardiaque. Il a des bandages bien sanguinolents autour de la tête. Mais pas de quoi s'inquiéter, leur dit-on, puisqu'apparemment, en faisant sa crise cardiaque, l'homme aurait chuté et violemment heurté le bord d'un buffet, d'où sa profonde blessure à la tête et tout le sang qui s'en écoule. Le corps est transféré vers 10h30 aux pompes funèbres, et là, Freddy Huisman procède à la toilette du défunt. Il retire donc les bandages autour du crâne, et ce qu'il découvre ne lui laisse aucun doute possible. Non, non, non. Georges Temperman n'est certainement pas mort de façon naturelle. Il est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre. Et si Freddy est aussi sûr de lui, ce n'est pas pour rien. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais avant de devenir croque-mort, Freddy a été policier pendant 16 ans. En tant qu'ex-flic, il a l'œil pour les détails et il remarque tout de suite que M. Temperman a plusieurs blessures. Une sur l'œil droit, une sur le front, une à la base du crâne, une à l'oreille gauche, et il a même l'oreille droite fendue en deux et un bout de peau du visage qui est en lambeaux. On est bien d'accord, toutes ces lésions ne peuvent pas avoir été provoquées par une simple chute sur le bord d'un buffet, et l'homme ne peut pas avoir chuté plusieurs fois à des endroits différents. Je veux dire, un corps inerte, ça tombe lourdement, comme une masse, ça ne rebondit pas comme une balle de tennis. Donc, comment expliquer toutes ces blessures qui ont été faites à plusieurs endroits du visage? Ce n'est pas logique. Et comme tout bon ex-flic, Freddy ne compte pas fermer les yeux sur ces étranges constatations. Il contacte alors le médecin légiste de la ville qui se déplace pour examiner le corps. Et lui aussi est sceptique. Alors il appelle le docteur Adriaansen, rappelez-vous le médecin qui a signé l'acte de décès et qui avait appelé Freddy pour lui dire de récupérer un corps dans une banlieue à Bruxelles. Les deux médecins, donc le légiste et le docteur Adriaansen, discutent longuement. Le généraliste fait tout en fait pour le convaincre que la mort est naturelle, mais l'argumentaire ne prend pas. À ce moment-là, il n'est plus question d'incinérer le corps. Freddy et le médecin légiste contactent les autorités, persuadés que Georges Temperman, 55 ans, a été victime d'un meurtre qu'on a voulu maquiller en accident. Les anciens collègues de Freddy dans la police arrivent, accompagnés d'un autre médecin légiste qui confirme lui aussi qu'on a bien affaire à un crime, et ça y est, l'enquête commence. Meurtre ou accident?
L'enquête commence logiquement sur les lieux du crime, la maison de Georges Temperman et sa compagne Geneviève Simenon, dans un quartier huppé de la banlieue bruxelloise, avenue de la Basilique. Geneviève, 40 ans, encore sous le choc, répond volontiers aux questions des enquêteurs et voici la version qu'elle leur livre. Elle raconte avoir découvert le corps de son mari dans le lit conjugal ce matin. Elle explique qu'il y avait beaucoup de sang car il serait brusquement tombé en tentant de se lever. Quand les enquêteurs inspectent les lieux, la scène de crime a déjà été nettoyée. Le sang sur le sol a été essuyé, mais il y a un endroit qui est resté intact, le plafond. Ils y trouvent une multitude de projections de sang. Le genre de projection qu'on ne peut trouver que si l'homme a violemment été battu à mort avec un objet contondant. Ce n'est pas logique lors d'une chute de se retrouver avec plein de gouttes de sang au plafond. Surtout que, alors ce n'est qu'une spéculation de ma part, mais on est dans une maison bourgeoise. Souvent, dans ce genre de demeure, la hauteur sous plafond est vraiment très élevée. Donc, pour avoir des projections, c'est qu'il y a eu vraiment des coups très violents. Et ce n'est pas tout, parce que quand la police scientifique arrive sur place et qu'elle utilise le Blue Star pour révéler les traces de sang qui ont été nettoyées, ils mettent aussi en évidence beaucoup de sang sur le lit, sur les murs et sur le sol. Malgré toutes ces preuves accablantes, Geneviève garde la même version, celle de l'arrêt cardiaque suivi d'une chute. Inutile de vous dire que les agents ne la croient pas et l'embarquent pour une audition avec la juge d'instruction Cécile Hayes. Audition au cours de laquelle elle raconte avoir récupéré ses filles après une journée classique de travail. Ce jour-là, elle récupère ses enfants tard le soir car ils étaient partis à Disneyland en France, à Marne-la-Vallée, avec des amis de la famille. Quand elle rentre le soir à la maison, elle suppose que Georges est déjà au lit. Alors, pour ne pas risquer de le réveiller, elle dort dans l'une des chambres de ses filles. C'est le lendemain matin, quand elle va voir son conjoint, qu'elle se rend compte qu'il est inerte sur le lit, la tête ensanglantée. Ça, c'est sa première version, qui on le sait déjà est un mensonge. On la met face aux éléments retrouvés sur la scène de crime, lui expliquant que les quantités astronomiques de sang retrouvées dans la chambre ne collent pas du tout avec la thèse de l'accident, bien au contraire. Mais Geneviève campe sur ses positions, c'est un accident, elle n'y est pour rien, point. Cependant, lors de son deuxième interrogatoire avec la juge d'instruction, elle évoque vaguement la possibilité d'un cambriolage qui aurait pu mal tourner, car soudainement, elle se souvient que de l'argent a disparu et que la porte du garage était ouverte à son arrivée le soir à la maison. Mais là encore, ça ne colle pas, parce que si Georges avait vraiment été victime d'un cambriolage, pourquoi est-ce que Geneviève n'a pas directement appelé la police? Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'elle aurait nettoyé une scène de crime si elle n'y était pour rien du tout? Bref, vous l'avez compris, c'est encore un mensonge. Enfin, le samedi 30 juin, après avoir passé plusieurs jours à raconter des versions qui n'ont ni queue ni tête, Geneviève Simenon craque et déballe tout à la juge d'instruction. Voici sa version finale. Depuis quelque temps, son couple bat de l'aile. Et Georges fait preuve d'une violence psychologique à son encontre et frappe régulièrement ses enfants. Le jour du drame, le 27 juin, il l'appelle à son travail pour lui demander, comme d'habitude, de rentrer à la maison pour le soigner car il se sent mal. Geneviève s'exécute à 16h50, elle rentre et le trouve agité. Alors elle lui injecte du Valium, un puissant calmant. Elle a l'habitude de lui faire ce genre d'injection. Puis une dispute éclate. Georges insulte sa femme une énième fois, la dénigre, l'humilie, et ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Pour sa femme, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle répond à ses insultes, alors que d'habitude, elle se soumet, elle ne dit rien. Là, son mari, en colère qu'elle lui réponde, se lève alors et tente de l'étrangler. S'ensuit une bagarre au cours de laquelle Geneviève se bat pour sa vie. Pendant la lutte, elle parvient à se saisir in extremis d'un maillet pour se défendre. Et là, elle lui donne 18 coups sur la tête. Ensuite, elle le replace dans son lit, puis fait le ménage pour nettoyer tout le sang par terre. Dans la soirée, elle sort récupérer ses filles comme si de rien n'était. Une version des faits déjà plus crédible, mais qui ne correspond pas encore tout à fait à la réalité. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Suite à l'autopsie, le médecin légiste déclare qu'il n'y a pas pu avoir de lutte puisque Georges, la victime, ne présente aucune blessure de défense. Il serait mort dans son lit alors qu'il était endormi. En plus, les analyses toxicologiques mettent en évidence de fortes quantités de substances sédatives dans son organisme. Des quantités anormalement élevées de Valium, comme si on avait voulu vraiment l'empoisonner. Et petit aparté, si vous voulez en savoir plus sur les femmes et le poison, il y a cette vidéo qui apparaît juste au-dessus et sa partie 2 qui pourrait vous intéresser. Bref, on revient à notre histoire. On a aussi un médecin qui va examiner Geneviève à la recherche de blessures de défense, qui ne trouve rien, pas de marque de strangulation alors qu'elle prétend que Georges a essayé de l'étrangler, pas de traces de coups, de griffures, ne serait-ce que superficielles sur le corps ou le visage ou les mains de Geneviève. Elle n'aurait donc tout simplement pas été attaquée par son mari le jour du drame. À la lumière de ces nouveaux éléments, les enquêteurs ont une nouvelle hypothèse. Geneviève aurait pu vouloir provoquer volontairement une overdose de médicaments pour tuer Georges car elle en avait marre de lui. Mais ça n'aurait pas fonctionné, alors elle l'aurait achevé au maillet pendant qu'il dormait. Et là, ça change tout, car on aurait affaire à un meurtre avec préméditation. On est loin de la thèse de la légitime défense avancée par Geneviève Simenon. Les investigateurs découvrent qu'après avoir commis le crime, la tueuse se rend vite compte qu'elle n'arrivera jamais à faire passer le meurtre pour une mort naturelle auprès des autorités. Alors, le lendemain du meurtre, elle contacte son confrère médecin et associé dans son cabinet pour lui demander de lui délivrer un certificat de mort naturelle. Son collègue se déplace jusqu'au domicile, voit l'état du corps, se rend compte que c'est tout sauf une mort naturelle et refuse d'accéder à sa demande. Il lui dit qu'il vaut mieux appeler la police et les secours. Alors, après avoir déposé ses enfants à l'école, Geneviève contacte un autre confrère qu'elle connaît de l'époque où elle était étudiante, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, mais avec qui elle aurait eu une relation sentimentale. Il se déplace lui aussi pour voir le corps et cette fois-ci, lui, il accepte de lui fournir un faux certificat de décès pour crise cardiaque. Qui est vraiment Geneviève Simenon? Geneviève Simenon, une tueuse? Non, peu de gens y croient. Il faut dire qu'elle est une médecin rhumatologue à Berchem-Sainte-Agathe, très réputée dans tout le pays et adorée par ses patients pour qui elle se dévoue entièrement. Une médecin comme on n'en fait plus de nos jours. Elle est l'heureuse mère de 3 filles d'une précédente union et une petite dernière qu'elle a eue avec Georges. Dans son entourage, tout le monde l'aime et l'admire. Enfin, je dis tout le monde, mis à part Georges. Georges Temperman a 15 ans de plus que Geneviève. Il est un homme élégant, instruit, charismatique, qui a fait fortune dans l'immobilier. Mais depuis peu de temps, la roue a tourné pour lui. Il accumule les dettes et a de sérieux soucis financiers. Petit à petit, il perd de sa superbe. Il se laisse aller, se cloître à la maison et s'apitoie constamment sur son sort. Il réclame de plus en plus d'attention de la part de son épouse, qui, contrairement à lui, elle a une vie bien remplie entre son travail de médecin qui la passionne, l'éducation de ses filles et les événements mondains où elle est souvent invitée du fait qu'elle fait partie de la lignée des Simenon et que son ancêtre Georges Simenon est internationalement connu. Geneviève, c'est une femme en fait qui réussit. Et Georges, lui, avec le temps, il se sent comme un moins que rien. Il devient aigri et insupportable au quotidien. La réussite de sa femme le frustre, alors de plus en plus souvent il se permet de l'insulter, de la rabaisser, et il aurait aussi tendance à être un peu violent physiquement avec ses 3 filles qu'elle a eues d'un précédent mariage, et ça, Geneviève ne le supporte pas. Georges aime bien blesser psychologiquement Geneviève, et pour la blesser encore plus, il se plairait durant leur dispute à lui rappeler que certains de ses ancêtres étaient des collabos à la Seconde Guerre mondiale, et il n'hésite pas aussi à la traiter parfois de nazie. Et c'est loin d'être anecdotique parce que ça montre bien que son but, c'était juste de lui faire mal en l'accusant de quelque chose de grave. Ça prouve aussi qu'au moment des faits, en l'an 2000, le couple se déchire, il n'y a plus d'amour entre eux, mais quasiment que de la haine, ce qui pourrait expliquer l'acharnement de Geneviève sur son conjoint avec les fameux 18 coups de maillet. Un verdict au goût amer. En attendant son procès, Geneviève Simenon est placée en détention provisoire pour assassinat.
Ses 4 filles, alors âgées de 4 à 12 ans, sont confiées aux services sociaux. Geneviève est jugée le 12 mai 2002 devant la cour d'assises de Bruxelles-Capitale. Malgré l'horreur des faits, il faut savoir qu'elle est soutenue par beaucoup de monde en Belgique. Elle a comme un fan club, ses proches et surtout ses patients qui lui envoient des centaines et des centaines de lettres de soutien. Et pour cause, elle est une médecin formidable pour ses patients qui la considèrent totalement incapable de tuer alors même qu'elle a avoué les faits. Au tribunal, Geneviève apparaît comme une femme fragile et vulnérable qui subissait des violences morales à répétition de la part de son époux et qui a agi en désespoir de cause. En dépit de toutes les preuves de son implication dans le meurtre de Georges Temperman, de ses aveux, Geneviève est condamnée à 5 ans de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'elle quitte le tribunal en femme libre. Concernant le docteur Edouard Adriaansen, il a été visé par une enquête pour faux en écriture. Mais les poursuites contre lui ont été abandonnées après qu'il ait expliqué avoir été manipulé par Geneviève qui avait placé le corps de Georges dans la pénombre au moment où il est venu pour constater le décès, l'empêchant ainsi de voir les blessures sur la tête de Georges Temperman. Le comble dans cette affaire, c'est que Freddy Hussmann, grâce à qui cette histoire a éclaté au grand jour, a reçu la visite de nombreux patients de Geneviève mécontents venus lui reprocher d'avoir fourré son nez là où il n'aurait pas dû. Après tout, s'il avait fermé les yeux sur l'état du corps de Georges et qu'il l'avait incinéré, l'affaire Geneviève Simenon n'aurait jamais existé. Un peu comme si beaucoup de monde avait finalement oublié que dans cette histoire, il y a une vraie victime en chair et en os, et que cette victime, c'est Georges Temperman. C'est lui qui a été drogué et qui a eu le crâne fracassé au maillet, ne l'oublions pas. J'ai vraiment l'impression que dans cette affaire, beaucoup de gens ont été aveuglés par la personnalité formidable et charismatique de Geneviève, allant même jusqu'à défendre l'indéfendable. Quoi qu'il en soit, la Belgique a tourné la page de cette affaire qui date déjà d'un quart de siècle. Geneviève a repris le cours de sa vie, elle n'a pas été rayée de l'ordre des médecins, puisque, d'après ce que j'ai pu voir sur sa fiche Google, elle exerce toujours son métier de rhumatologue à Kolkenberg, en Belgique, avec un score d'avis de 4 étoiles sur 5. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la peine de Geneviève Simenon. Pensez-vous que la justice a été trop laxiste ou que la justice a en fait pris en compte le fait qu'elle était en détresse psychologique et en souffrance morale? Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!